30 minutes d'information. Tout de suite, les détails de cette grande édition du journal. Les enseignants du monde étaient à l'honneur ce 5 octobre en République démocratique du Congo. Les professionnels de la Craie Blanche ont fait un plaidoyer sur la valorisation de ce métier noble. Et affaire ministère public Mike Moukeba, une exception a été soulevée concernant la conformité d'une pièce versée dans le procès. La prochaine audience est prévue le 16 octobre prochain. Et serait-ce tout simplement des rumeurs ou le M23 renaît-il vraiment de ses cendres? L'information est confirmée par un membre de la société civile du Nord Kivu et démentie cependant par la MONUSCO. Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs. Mythe ou réalité, des bruits sur une réorganisation des rebelles du M23 défaits encadrés par des éléments de l'armée rwandaise circulent à nouveau dans la province du Nord Kivu. La question vaut la peine d'être posée et mérite une réponse précise. L'ex-mouvement serait-il en train de se réorganiser dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo? Une question à laquelle il semble difficile de répondre, mais le porte-parole de la société civile de cette province de l'Est de la RDC confirme des mouvements des troupes dans ces deux territoires, tandis que l'information est démentie par la MONUSCO. Le M23 serait-il en train de se réorganiser dans les territoires des Nyiragongo et des Rutshuru dans le Nord Kivu? Sans être trop affirmatif, la société civile de cette province basée à Goma suspecte des mouvements inquiétants. Non seulement il y a un mouvement des troupes, mais il y a aussi des présences, des passages et des infiltrations qui sont enregistrées sur les zones frontalières. Par exemple, du côté de Nyiragongo, des mouvements suspects et des passages nocturnes d'hommes des troupes sont observés au niveau des localités de Kabuhanga et de Kabagana 1 dans le groupement de Burumba. Dans les territoires de Rutshuru, il s'observe des infiltrations qui sont signalées notamment dans les groupements de Rugari, de Boueza, de Kisigari et de Busanza. Un retour probable de cet ex-mouvement rebelle dans cette province? Pas sûr, selon la MONUSCO, pour qui la nuisance du M23 appartiendrait à l'histoire. Il y a non seulement la brigade d'intervention Nord Kivu, il y a la brigade du Nord Kivu qui est là-bas, il y a les FRDC qui sont là-bas, et vous me parlez d'un groupe qui se reconstitue dans le Nord Kivu. Je vous ai dit que le M23 est un mouvement qui a été défait et qu'aujourd'hui, les gens sont en train de voir les voies et moyens pour les rapatrier en RDC, parce que c'est des Congolais. En attendant la vérification des inquiétudes de la société civile du Nord Kivu, les opérations de sécurisation menées conjointement par les FARDC et la MONUSCO ratissent les terrains. Et 4 personnes tuées, 8 sectionnées par machette et 7 autres enlevées. C'est le bilan d'une nouvelle incursion des rebelles ougandais d'Adef Nalu dans le village Linzo Sisséné, à environ 40 km au nord de la ville de Béni. L'acte terroriste a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, selon les forces vives de cette partie du territoire. On rapporte aussi que les FARDC sont actuellement à la poursuite de ces rebelles. Suivez. C'était autour des 12 heures locales que ces éléments identifiés par les forces vives aux ADF Nalu ont frappé encore dans cet îlot d'épée. Lors de l'incursion, ils étaient munis des armes à feu et blanches pour apaisantir leur opération. Le président de la société civile Noyo Doïch a joint au téléphone qui parlait d'une attaque terroriste, donne ici les bilans de cette incursion. Les groupes d'éléments ADF Nalu, ils ont amorti 3 personnes et donc il y a 3 cas de mort et 2 cas de kidnapping. Monsieur J, le pauvre JP, dernièrement, il y a 30 minutes, il a été aussi assassiné par ces ADF Nalu. À M. Lewis Saliboko d'ajouter que ces forces du mal ont sectionné une personne avant d'emporter certaines chèvres des habitants. Pendant leur opération, ils ont pris le pauvre Moulin ou à Norbert Amosi et mutilé son corps, l'ont découpé à machette et ils ont pris même quelques chèvres où ils sont partis avec elles dans la brousse. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont poursuivi ces rebelles. Après accrochage, ces éléments ont décroché, donnant en sous-couloir à l'armée nationale de récupérer les 2 otages qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Ils ont été récupérés par les éléments FARDC qui étaient à la poursuite de ces hors-la-loi au niveau entre Liva et Moudole. Contactés les
sources sécuritaires dans la région précisent que la situation est redevenue calme après une demi-journée agitée et disent avoir renforcé les mesures sécuritaires. Et toujours au Nord Kivu, elles sont également en situation d'insécurité. Ces 1300 personnes qui passent la nuit à la Belle Étoile depuis ce dimanche dans 3 villages de la région de Bweremana en territoire de Massissi. Une situation consécutive à la dernière pluie qui s'est abattue sur la région. Le Mwami Kalinda de la chefferie de Baoundé lance un cri d'alarme en direction du gouvernement central. Kiabondo, Roueni, Nyamubinga, tels sont les villages qui ont été touchés par ces fortes pluies, mais aussi la cité de Bweremana elle-même. Toutes ces entités situées à plus de 60 km à l'ouest de Goma, dans la chefferie de Baoundé, en territoire de Massissi. Le Mwami Kalinda de la chefferie de Baoundé se sent dépassé par la situation dans tous ces villages. Hier, on a totalisé 3 personnes qui sont décédées. Et on les a enterrés. Il y a 2 disparus. Les recherches continuent. Et cette pluie a causé beaucoup de dégâts matériels parce qu'il y a une 50aine de maisons qui ont été emportées, complètement emportées par les eaux de pluie. Une centaine de maisons qui sont embourbées dans la boue. Donc il n'y a plus moyen de vivre dans ces maisons là-bas. Une centaine. Chiffre arrondi, 300 maisons. Par maison, prenez 5 personnes. 1500 âmes qui passent la nuit à la Belle Étoile. Kalinda lance un cri d'alarme au gouvernement à tous les niveaux pour assister tous ces 1500 sinistrés, car dépourvus de tout. C'est un cri d'alarme que je lance au niveau du gouvernement national et provincial pour qu'ils puissent venir en aide à cette population dépourvue de tout. Premièrement, c'est une population qui doit être sécurisée. Pour qu'elle soit sécurisée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abri d'abord, parce qu'ils passent la nuit à la Belle Étoile, à l'extérieur. Il faut des abris. Ensuite, il faut des vivres, parce qu'ils doivent manger. Leurs champs ont été emportés. Il faut des vivres. Il faut ensuite les maisons emportées, pas de couverture, pas d'assiette, donc les ustensiles de cuisine. Il faut aussi ça. Ça, c'est l'urgence. Le bilan de ces sinistres qui est des 3 morts risque de s'alourdir, car les recherches continuent sous les décombres des maisons englouties. Au Sud Kivu, c'est plutôt la population du territoire d'Ouvira qui a décidé de se faire justice en brûlant vif un homme. L'infortuné qui avait été arrêté par la police et arraché par la population en colère allait casser le commissariat de police où il était détenu, était accusé de viol et meurtre d'une jeune fille de 20 ans. Une fille âgée de 20 ans a été tuée par un malfaiteur à l'aide d'un couteau la nuit dernière. C'était aux environs de 23 heures, heure locale, au quartier Rutunga, dans la cité de Sangué, en territoire de Ouvira. Selon les informations à notre possession, ce malfaiteur a réussi à pénétrer dans la chambre où couchait la victime. Dans un disque pour violer la fille, cette dernière a refusé de céder son corps à ce malfaiteur. Et le maître de celui-ci finit à réveiller le couteau qu'il détenait dans son ventre avant de prendre le large. La victime a succombé de ses blessures quelques minutes après avoir été acheminée à l'hôpital général de Ruzizi à Sangué. Après la mort de cette fille, le malfaiteur a été attrapé la même nuit par les agents de l'ordre. Vers 10 heures, la population en colère s'est réveillée avec ces tristes nouvelles. Munis chacun de machettes, couteaux, pierres, se sont dirigés au bureau de la police où se trouvait le malfaiteur après son arrêt. Ils ont saccagé le bureau de la police et retirent le malfaiteur. La police a tenté de tirer beaucoup de balles en l'air pour disperser la population, mais c'était sans succès. Les jeunes en colère l'amènent jusqu'au centre sur la route nationale numéro 5 où ils ont réussi à les brûler vif. Le même scénario a été vécu dimanche autour de 17h dans la localité de Katana en territoire de Cabaret. Ici par contre, 2 personnes ont été brûlées par la population en colère. Parlons justice légale cette fois. Affaire ministère public contre Mike Mukebai, éditeur du journal Congo News. Ce lundi, il y a eu poursuite de l'instruction au niveau de la prison centrale de Makala. Les avocats de la partie civile ont soulevé une exception sur la conformité d'une pièce versée dans le dossier. Il s'agit de la photocopie de l'article qui incrimine Mike Mukebai. Les juges ont pris l'affaire en délibéré et vont se prononcer le 16 octobre prochain. Je vous propose de suivre l'un des avocats de la partie civile. La pièce qui était au dossier, la pièce pour laquelle notre client était poursuivi, ne se retrouve plus au dossier. Il s'agissait d'une photocopie libre. Maintenant, le ministère public qui était déjà dessaisi du dossier s'est permis de suivre le dossier au niveau du tribunal alors que le dossier était
fixé pour non seulement certifier, mais pour antidater. La certification est antidatée, alors que depuis le début de cette audience, il n'a jamais été question d'une pièce certifiée. C'est comme ça que nous avons soulevé l'illicéité à l'audience de séjour par rapport à cette pièce-là. Et nous avons demandé au tribunal d'écarter purement et simplement cette pièce du débat. Et c'est là conformément à la loi. Première irrégularité, on a certifié une pièce sans qu'on soit en présence d'un original. Deuxième irrégularité, le ministère public a avoué à l'audience avoir obtenu certification d'une pièce alors qu'il était déjà dessaisi en faisant fixer un dossier devant le tribunal. Troisième irrégularité, cette pièce-là, prétendument certifiée, a été certifiée en violation de la loi sans qu'on ait payé l'argent dû au trésor. Donc dans tous les cas, nous avons dit au tribunal qu'il n'était pas question qu'il puisse statuer sur une pièce obtenue frauduleusement. Et nous avons soulevé l'exception d'illicéité de cette pièce. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré, juste le temps pour nous de déposer la note de plaidoirie. Le tribunal a promis de se prononcer le 16 octobre. Et au chapitre des travaux publics, le ministre de tutelle a visité cet avant-midi le chantier du stade des Martyrs, mis à part la pelouse synthétique. L'ensemble du bâtiment de cette structure sportive est concerné par la réhabilitation confiée à la firme chinoise China Construction Group qui devra prendre fin d'ici juillet 2015. Suivez. Construit dans la période 1988-1993, le stade des Martyrs de Kinshasa est en pleine réhabilitation. L'ensemble de la structure bâtiment de ce temple des sports en RDC est concerné. La société Pan China Construction Group est à pied d'œuvre pour réaliser ce projet qui concerne les planchers, les portes de séparation, les douches, l'éclairage, les sanitaires, la sonorisation ainsi que la vidéo et le remplacement des armoires haute et basse tension et bien d'autres choses encore. Ce projet est réalisé dans le cadre d'une collaboration avec le département chinois du commerce à travers son bureau de la coopération économique internationale. Fridolin Kaswichi, ministre en charge des travaux publics, était ce lundi sur ce chantier. Il s'est rendu compte de l'immensité de la tâche dont une partie est déjà réalisée, principalement dans la partie des démolitions. Les travaux de maintenance et de réhabilitation ont été faits tout au long de sa vie. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il faut un peu plus de moyens pour pouvoir le remettre à niveau et le mettre à un standard des compétitions internationales. Ce projet se réalise sur un don de la Chine à la RDC, mais la partie congolaise a sa part à apporter. Certainement, vous savez, le chef d'État l'a toujours dit, il faut compter sur soi-même d'abord. Même si les autres peuvent venir, il faut que ce soit en appui. On doit compter sur nos proposés. Débutée au mois de janvier 2014, cette réhabilitation du stade des Martyrs devra être terminée au mois de juillet 2015. Et curieuse coïncidence, pendant que nos compatriotes de Massissi dorment à la belle étoile, le 6 octobre, le monde célèbre la journée de l'habitat. Donnons la voix aux bidonvilles, c'est le thème retenu pour cette année dans le but d'améliorer les conditions de vie des habitants de ces logements précaires. Suivez plutôt un extrait du message officiel lu par la secrétaire générale à l'urbanisme et à l'habitat. Loin de nous en cacher, nous devons admettre que dans notre pays, il existe bel et bien des zones très inconfortables où font malheureusement vivre des millions de nos compatriotes dans des conditions ignobles, inadéquates et intolérables en ce 21e siècle. Les quartiers précaires sont des quartiers en progression, caractérisés par des habitations empiriques, le plus souvent construits illégalement du fait d'une urbanisation désordonnée, de l'explosion démographique et de l'exode rural, marqué par l'inexistence des équipements sociaux communautaires. Le nombre de ménages habitant des quartiers à grande précarité, cumulé avec celui des quartiers précaires, aura atteint le chiffre de 5 211 488 à l'horizon 2015. Notre pays, la République démocratique du Congo, a souscrit à l'atteinte de la cible 11, objectif 7 de la déclaration du millénaire pour le développement, qui consiste à améliorer les conditions de vie des habitants des bidonvilles d'ici 2020. Pour ce faire, le ministère de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a désigné des experts qui, en ce moment, sillonnent toutes les villes de la République en vue de recueillir des informations,
susceptibles de trouver des solutions efficaces en vue de l'éradication de ces phénomènes et de proposer des directives, des orientations générales et les modèles de présentation régissant l'élaboration du rapport national. En santé, un véritable fléau, cette maladie qui touche 70 millions de personnes dans le monde et qui devient un problème de santé publique. L'autisme a été au cœur de la 7e édition de la conférence mondiale organisée au siège de l'ONU par Autism Speaks, une ONG qui fait le plaidoyer sur la pathologie afin de sensibiliser les populations et trouver des remèdes pour l'éradiquer. L'épouse du secrétaire général des Nations Unies a invité les premières dames des États membres de cette organisation universelle. La First Lady de la République démocratique du Congo y a été représentée par la ministre du Genre, Geneviève Inagossi, qui en fait la restitution. L'autisme est encore considéré aujourd'hui par un nombreux pays pauvres comme un mauvais sort, comme de la sorcellerie. Et les malades sont discriminés et rejetés. Autism Speaks veut établir ce partenariat avec les premières dames à raison de leur rang, de leur position, mais également de leur engagement dans l'amélioration des conditions de vie de leur communauté. L'objectif, c'est également de favoriser le partage d'informations et d'expériences, de promouvoir la recherche biomédicale sur les causes de la maladie, sur la prévention et le traitement, mais également sensibiliser la société sur les effets de la maladie sur les individus, sur la famille et sur la communauté, mais enfin susciter de l'espoir auprès des malades, ces malades qui sont souvent discriminés et rejetés. Et la première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe-Kabila, a été invitée à une conférence mondiale sur l'autisme à cause de son engagement, de sa détermination, de sa sensibilité, mais également de tout le travail qu'elle abat en faveur des couches vulnérables de notre pays. Et une autre question de santé tout aussi cruciale, il s'agit de la planification familiale dont la réussite dépend fortement des méthodes contraceptives. Le message est véhiculé par l'ABEF-ND à travers des formations à l'intention des agents de distribution à base communautaire des contraceptifs. Kinshasa, le Bas-Congo et le Bandundu sont les 3 provinces concernées par cette campagne. L'Association pour le bien-être familial ABEF-ND entend élargir la couverture de ses interventions en se rapprochant davantage des communautés, ce qui explique la formation des agents de distribution à base communautaire des contraceptifs à travers le pays. Dans la zone de santé de Kisenso, la formation a revêtu 2 sens, augmenter la couverture et renforcer les capacités des agents pour une bonne planification familiale. Pour le formateur, la réceptivité des participants, invités ou non, témoigne de l'intérêt que la population porte sur la santé. Ainsi, l'ABEF-ND et son partenaire l'UNFPA ont résolu le problème de la stratégie fixe des cliniques en apportant la solution à la base. Cela va permettre une augmentation de la prévalence contraceptive dans cette zone. Donc la population cible, nous allons rapprocher les services de planification familiale aux populations. Parce qu'avant, population qui exprimait le besoin de planification familiale venait dans les cliniques ou dans les centres de santé ou à l'hôpital pour bénéficier de ces méthodes. La formation a été saluée par les agents qui demandent davantage. Ils ont touché tous les niveaux pour l'intérêt. Donc la planification, c'est l'intérêt pour les pères, la mère, l'enfant, que ce soit dans la société, même au niveau de la famille. Nous avons 17 aires de santé dans toute la zone de santé. Mais ceux qui sont formés, il n'y a que 3 aires de santé. C'est pour cela que nous souhaitons que cette formation puisse continuer pour que nous puissions atteindre toute la population de Kisenso. Après Kisenso, c'est les zones de Sélé, Maluku 1 qui seront prises en compte. Le programme prévoit de former 390 personnes en République démocratique du Congo. La BFND est censée poursuivre l'encadrement ainsi que l'approvisionnement.
Et à présent, l'actualité internationale avec quelques médias online. D'abord Le Monde qui se focalise sur les élections au Brésil où Dilma Rousseff domine le premier tour de la présidentielle. Le média rapporte que le suspense a duré jusqu'au bout. Au terme d'une campagne aux incessants rebondissements, la présidente sortante Dilma Rousseff a largement remporté ce dimanche le premier tour de la présidentielle avec 41,5% des voix. Le face-à-face aura donc lieu entre l'héritière de l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva et le petit-fils de l'ancien président Tancredo Neves, deux personnalités fortes mais aussi deux économistes de formation au parcours et point de vue très dissemblables, ce qui laisse entrevoir une campagne de second tour fortement polarisée. Et puis Afrique.com se penche, lui, sur le Kenya. La CPI, toujours en manque de preuves contre Kenyatta. Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, a demandé un rapport s'inédié du procès du président kenyan Uhuru Kenyatta, assurant que Nairobi ne coopérait pas avec l'accusation, qui ne dispose pas d'assez de preuves pour un procès. Toutefois, la CPI ne désarme pas. Fatou Bensouda a souligné que les charges contre le dirigeant kenyan ne seront pas abandonnées, assurant que le Kenya possède des documents qui pourraient prouver sa culpabilité. Seulement, la grande majorité de ce qui a été demandé n'a pas été fourni, et ce, malgré une décision de la CPI enjoignant à Nairobi de fournir ces documents, a assuré la procureure. Et on revient en République démocratique du Congo pour parler enseignement supérieur et universitaire. La ville de Matadi, dans le Bas-Congo, a une nouvelle structure universitaire. Il s'agit de l'université officielle de Matadi qui ouvrira ses portes à la prochaine rentrée académique. L'heure est actuellement à la passation des tests d'admission pour les futurs étudiants. On est dans la famille éducationnelle de l'enseignement supérieur et universitaire au Bas-Congo. Il s'agit de l'université officielle de Matadi. Il monte en ville créée par la République ministérielle du 28 juin 2011. Cette université va aussi élaborer et valider les cahiers de plaidoyer adressés aux députés provinciaux du Bas-Congo. En première licence a eu lieu ce dimanche 5 octobre dans la salle de lecture de la bibliothèque à la veille de la session du OMAD. L'organisme indique d'enseignement nouveau et démontre l'évolution de jeunes de l'enseignement supérieur universitaire exprimé par le aujourd'hui de Bologne, de la puissance de la République démocratique du Congo. Cette ouverture, l'UOMAD lance des facultés de droit, élèves politiques et administratives, relations internationales, hôtellerie et tourisme. Excusez-nous pour la mauvaise qualité de cette correspondance. Et dans le secteur éducatif toujours, les professionnels de la Craie Blanche étaient à l'honneur ce 5 octobre, allais-je dire, à travers le monde, à l'occasion de cette journée internationale. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo a fait un plaidoyer ce dimanche en faveur de la valorisation de la profession enseignante dans le pays. Ils ont choisi la journée du 5 octobre, l'heure dédiée à l'échelle internationale, pour réfléchir sur la carrière enseignante. Pour ce faire, la synergie des syndicats des enseignants a aligné les intervenants, principalement de la société civile, pour une évaluation de la situation sociale et professionnelle des enseignants de la RDC. À l'issue des échanges, les syndicats recommandent à tous les partenaires de l'éducation de s'impliquer pour la valorisation de la profession enseignante. La synergie des syndicats des enseignants invite le gouvernement de la République à tenir toutes les promesses faites aux enseignants et aux parents pour obtenir la rentrée scolaire 2014-2015. Autrement, les enseignants n'hésiteront pas à boycotter toutes les épreuves d'évaluation et continuer à revendiquer la valorisation de la fonction enseignante, et n'hésiteront pas non plus à rester en justice contre les actes illégaux et criminels posés aux enfants de la République démocratique du Congo. Les missions des organisations professionnelles des enseignants, partenariat technique pour les négociations sociales, la corruption et son incidence sur la qualité des apprentissages ont été évoquées par souci de requalifier le secteur de l'éducation. Et pour sa part, le syndicat SINAFET a présenté officiellement à la base ses délégués élus lors des dernières élections dans les secteurs publics et privés, des délégués qui vont la représenter dans les négociations annoncées par le gouvernement au sein de la fonction publique. Cette rencontre syndicale avait pour but d'imprimer la vision du SINAFET dans les chefs de tous les délégués issus des dernières élections sociales dans la fonction publique et dans les entreprises publiques et privées.
Les nouveaux élus ont été présentés aux bases selon les différentes administrations publiques, para-étatiques et privées, où le SINAFET a gagné au moins un siège. Nous n'avions pas eu le temps matériel pour réunir tous les délégués afin de leur donner notre vision de la chose. Comment les syndicats doivent être dirigés au niveau de l'administration publique ou au sein d'une entreprise donnée. Leur donner les consignes de travail et pour leur dire que les délégués ne sont pas les contrôleurs de l'employeur, mais plutôt ce sont des conseillers par excellence afin de faire voir à l'employeur les erreurs qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions. Le rendez-vous était une occasion pour Emery Chipamba, président du SINAFET, de faire le rappel des troupes pour la poursuite de la campagne syndicale dans le secteur privé et la préparation aux négociations sociales annoncées par le gouvernement dans l'administration publique. Le Premier ministre nous avait reçus et en nous recevant, on se prépare sur ce cahier de charges et nous attendons d'un moment à l'autre quelle est la réponse qui nous sera donnée. Parce qu'en déposant les cahiers de charges auprès de l'employeur, quitte à l'employé de disséquer, de dire tel point, voilà la réponse, tel point, voilà la réponse, là où nous pouvons nous entendre, un point commun, nous nous attendons. Sixième force syndicale dans la fonction publique, le SINAFET est en train de conforter sa position pour siéger parmi les 12 dans le Conseil national du travail. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été au rendez-vous. Prochain rendez-vous demain, même chaîne, même heure. Excellente fin de soirée chez vous. Au revoir.